Alors bonjour et bienvenue sur le plateau des Jours Heureux pour un nouvel entretien autour du programme L'Avenir en commun. Cette fois, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Raveau, économiste, maître de conférences à l'Institut d'études européennes, journaliste à Charlie Hebdo et auteur de plusieurs livres comme Économie, on n'a pas tout essayé, publié aux éditions du Seuil en 2018, ou encore Bernard Marie s'expliquer à ceux qui ne comprennent rien à l'économie, publié aux éditions Les Échappés en 2017. Gilles Raveau, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, nous vous avons fait parvenir le livre-programme L'Avenir en commun, publié aux éditions du Seuil lui aussi, sorti en novembre dernier. Il compte 694 mesures réparties sur 160 pages et vous avez choisi de venir parler avec nous de la page 80, réduire le temps de travail et faire naître une société du temps choisi, dont la mesure clé est de rétablir immédiatement la durée légale hebdomadaire à 35 heures en majorant les heures sup, cotisations incluses, de passer aux 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit et favoriser leur généralisation par la négociation collective. Alors ma première question est simple, pourquoi avez-vous choisi cette page du programme en particulier ? La raison la plus profonde, qui je pense est la chose la plus importante que je voudrais dire aujourd'hui, donc comme ça c'est fait, c'est que nous qui essayons d'améliorer le quotidien de la vie des gens ordinaires, des gens normaux, on s'est fait voler quelque chose de très précieux, c'est qu'on s'est fait voler l'idée de liberté. Et donc moi j'appartiens à une profession, celle des économistes, qui est la principale responsable de ce vol. Et depuis les années 80, donc moi j'ai vécu, mais ça commence à faire il y a longtemps maintenant, la profession notamment des économistes a vendu une théorie qui s'appellerait le néolibéralisme. On ne va pas faire 3 heures là-dessus, mais dans ce mot de néolibéralisme, il y a ce mot de liberté. Et donc il y aurait cette idée, enfin il y a cette idée, c'est central chez les néolibéraux, que la protection sociale, que ce qui permet aux gens de bien vivre, ça réduirait la liberté. Alors qu'au contraire, justement, ça accroît la liberté. Et dans les luttes sociales, dès le début du XXe siècle, en fait, la principale revendication des ouvriers, c'est la réduction du temps de travail. C'est les fameux 3-8 à l'époque, 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Et cette idée qu'on a du temps pour soi, qu'on en fait ce qu'on en veut, que c'est ni l'État ni le patron qui nous disent ce qu'on doit faire, c'est une idée fondamentale dont bénéficient les cadres, justement aujourd'hui, par exemple, grâce aux 35 heures, mais dont ne bénéficient pas, par exemple, les ouvriers de la manutention qui sont appelés par leur supermarché et qui leur disent demain, tu viens travailler. Et donc, cette idée que les gens soient libres, au moins de leur temps, pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est une chance que j'ai, moi, par exemple, comme enseignant. Et j'aimerais bien que ce mot de liberté, on arrête de se le faire voler et qu'on défende nos vraies libertés, celles que nous permettent justement la protection sociale, la réduction du temps de travail, et qu'on soit libre juste de faire ce qu'on veut dans nos vies, comme justement peuvent le faire les gens des catégories aisées. Alors c'est intéressant d'avoir votre point de vue de économiste justement là-dessus. Je vais vous citer Elisabeth Borne, qui est la ministre du Travail, qui disait sur Europe 1 en octobre 2021 « La question du temps de travail est fondamentale pour la compétitivité. La création d'emplois est un enjeu de financement de protection sociale. » Elle a ajouté qu'il était inenvisageable de réduire ce temps. Pour elle, il s'agit d'un débat décalé, car les Français travaillent moins que d'autres pays. Que lui répondre ? Il y aurait beaucoup de choses à lui dire. La première chose, qui est le drame, je trouve, intellectuel de notre époque, là aussi, c'est que la première chose qu'elle mentionne, c'est la compétitivité. Donc il y a l'idée que les êtres humains sont au service de l'économie. Tout le monde sait que c'est faux, on n'y arrivera pas comme ça. On sait que c'est ce renversement intellectuel qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, il faut mettre l'économie au service des êtres humains, et il faut aussi, autre révolution dont on ne va pas parler aujourd'hui, vraiment comprendre que l'économie est intégrée dans son cadre naturel. Donc la pensée dominante, celle qui est répétée à outrance par le gouvernement actuel, c'est en haut l'économie, en dessous la société et les êtres humains, et s'il nous reste encore un peu de temps, on fera 2-3 petits trucs pour la nature, on interdira les pailles en plastique. Et donc on voit qu'il faut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire on a une contrainte naturelle qui est extrêmement forte, qui va être de plus en plus forte, qui est plus forte que nous tous, qui est plus forte que vous, que moi, que tout le monde, qu'Elisabeth Borne. En dessous, il y a effectivement la société, le fonctionnement entre les êtres humains, et en bas, l'économie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il suffit de regarder une carte d'Europe. Quels sont les pays où on travaille le moins en Europe ? C'est les pays nordiques. Quels sont les pays les plus riches du continent européen ? C'est les pays nordiques. Quels sont les pays où on travaille le plus chaque année ? C'est les pays méditerranéens. Quels sont les pays les plus pauvres au sein, disons, de l'Europe de l'Ouest ? C'est les pays méditerranéens. Donc, en tant qu'économiste, on ne peut pas dire que les pays du Nord sont riches parce qu'ils travaillent moins.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de moins travailler que les autres ne les empêche pas d'être les plus riches que les autres. Donc là, ce que j'aimerais comprendre, et là c'est une critique que j'ai vis-à-vis de mes amis de gauche depuis très longtemps, pourquoi personne ne s'intéresse à ce qui se passe dans les pays scandinaves? On ne regarde jamais de ces pays-là. Dernière remarque, je trouve ça très fatigant et très malhonnête intellectuellement, la façon dont les dirigeants politiques et beaucoup d'économistes vont chercher un seul élément qui les intéresse dans un pays. On cite toujours l'Allemagne, par exemple. Bon, il faut savoir que la durée du travail hebdomadaire, en fait, en Allemagne est plus faible qu'en France. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le temps de travail sur l'année est plus élevé en Allemagne. Mais par exemple, l'Allemagne a un système de partage du pouvoir dans les grandes entreprises qui est bien connu, mais dont nos gouvernements ne parlent jamais. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher le truc qui nous intéresse dans le soi-disant modèle allemand, qui est toujours régressif socialement. Mais ce qui est intéressant du point de vue social, ce qui est positif en Allemagne, on ne nous en parle jamais. Donc là, je trouve que ça suffit. Et d'autre part, voilà, on est un grand pays, on fait nos choix politiques. Et voilà, on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, mais on a quand même le droit, si on veut travailler 2 jours par semaine en France, bah, pourquoi pas? Alors justement, pour revenir sur les 35 heures, donc elles ont plus de 20 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on a observé à l'époque des 35 heures, d'un point de vue encore de... Ouais, alors là, moi, c'est vraiment quelque chose qui me rend dingue là, dans ma profession d'économiste, c'est qu'il y a beaucoup de débats théologiques, comme on aime bien en France, de tous les côtés, malheureusement. Et il suffit de regarder les chiffres. Alors je sais que la population française est fâchée avec les chiffres. Il y a beaucoup de choses à revoir de ce côté-là dans l'enseignement dès le plus jeune âge. Je le vois avec ma fille au collège, c'est dramatique. Bref, donc il suffit de regarder donc la courbe que je vous ai proposée, qui est tout simplement l'évolution de l'emploi privé sur une très longue période, disons depuis 1950. Et quand on regarde cette courbe, en fait, on voit plein de choses quand même très étonnantes et qui en plus ne sont pas connues. Donc la première chose, c'est que entre par exemple 1950 et 1990, on voit donc la courbe montre le nombre d'emplois privés qu'il y a dans l'économie. On compte le nombre de gens qui travaillent dans le secteur privé dans l'économie française. Et entre 1950 et 1990, on voit que ce nombre il fluctue, mais il augmente quasiment pas. C'est-à-dire qu'il fluctue entre 16,5 millions et 17 millions d'emplois privés en France. Alors, vous n'étiez pas là, moi non plus, mais entre 1950 et 1990, le pays, il connaît, c'est la fameuse période des 30 Glorieuses, il connaît une transformation prodigieuse. C'est-à-dire qu'on passe d'une population qui est moitié rurale à une population qui est majoritairement urbaine. C'est le moment où les gens s'équipent, hein. On a un frigo, on a une voiture, on commence... En 1990, c'est très courant de prendre l'avion, enfin, on a un niveau de richesse qui est dingue. Donc, si on pense aux images qu'on a tous vues, 1950, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, bon, qu'on a tous vu aux infos, les documentaires, la France de 1990, un pays beaucoup plus peuplé. Hein. Il y a 40 millions d'habitants en 1950 en France, il y en a 55 millions d'habitants en 1990. Donc la population a augmenté énormément, la richesse a augmenté énormément, et la richesse par habitant a beaucoup augmenté. Et le nombre de gens qui travaillent dans l'économie privée n'a pas augmenté. C'est dingue. C'est absolument dingue. En fait, ça, c'est le fait économique majeur. Si on ne connaît pas ce fait-là, on ne comprend rien. Bon, comment c'est possible? Mais ça, c'est les machines. C'est les machines. C'est qu'en fait, maintenant, partout, il y a des machines. Mais le problème, c'est que, alors qu'on est un pays très technicien, hein, on a inventé le Minitel, je ne sais pas pourquoi tout le monde se moque du Minitel maintenant, c'était clairement une avancée énorme, effectivement, voilà. Airbus, le TGV, tout ce qu'on veut. On est une société hyper technicienne d'ingénieurs. On est un pays d'ingénieurs. La plus grande école de ce pays, c'est pas du tout l'ENA, c'est l'école polytechnique, et il faudrait qu'on s'intéresse là-dessus, à ça un jour aussi. Bref, on est un pays qui est fasciné par la technique, on est un pays qui a été façonné par les ingénieurs. Lorsque l'industrie automobile est inventée au début du XXe siècle, le premier pays exportateur au monde, c'est la France. Donc, mais ces machines, elles sont nulle part dans notre enseignement. Vous comme moi, au collège, au lycée, le fait que la voiture a structuré l'espace, le fait que tout ce qui se passe maintenant, que les addictions qu'on a tous avec notre fameux téléphone portable, qui est plus puissant que les véhicules spatiaux qui sont allés sur la Lune, toute cette réflexion-là est totalement absente de notre enseignement, très largement absente de nos informations, donc on ne voit pas ces machines. Mais ces machines, elles font des gains de productivité. Et l'humanité, je sais que c'est des grands mots, mais l'humanité a changé au cours des 2 derniers siècles uniquement à cause des machines. Les machines ont tout changé et elles sont aussi la cause, on sait, de la dégradation de l'environnement. Bref, ces gains de productivité font qu'on a besoin de moins en moins de monde pour produire toujours plus. Et quand on revient à ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une seule période depuis 1950, hein, donc depuis 70 ans, on a une très forte hausse de l'emploi. C'est au moment où sont mises en place les 35 heures. Donc, dire les 35 heures est une catastrophe, ça n'est pas possible. Comment vous pouvez dire que les 35 heures est une catastrophe si le moment historique, encore une fois, sur 70 ans, on a une très forte hausse de l'emploi, c'est au moment où on a mis en place les 35 heures. Alors, je suis un économiste, donc je sais que ce n'est pas parce que 2 choses ont lieu en même temps qu'il y a une relation entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle une corrélation. C'est-à-dire que le fait que, par exemple, l'été, on vend plus de bière et il y a plus de feux de forêt, par exemple, une causalité, ce n'est pas forcément parce qu'on boit plus de bière qu'il y a plus de feux de forêt. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Mais
Il y a plein d'études qui ont été faites, sérieuses. Je cite des gens comme Denis Claire ou le regretté Michel Husson qui est mort cet été, qui ont montré très très clairement qu'il y a une contribution nette. Donc si on aime les chiffres, on dira sur les 1,5 million d'emplois qui sont créés à cette époque-là, il y en a à peu près 400 000 qui sont dus aux 35 heures. Donc le résultat est net. Encore une fois, il suffit de regarder la courbe. Il y a eu des débats sur l'augmentation du coût du travail à l'époque, ça n'est pas vrai. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une charge fiscale sur les entreprises Non, parce que mais là aussi, il y a un rapport parlementaire. Enfin, tous les faits sont très connus. C'est-à-dire qu'effectivement, les 35 heures, ça a coûté de l'argent à l'État. Mais, par exemple, ça a coûté, dans un ordre à peu près 10 fois moins cher que le CICE, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi par emploi créé. Donc oui, ça a coûté de l'argent, mais ça a permis de créer des emplois. Évidemment, la baisse du chômage fait aussi des économies sur la dépense publique, donc il faut prendre tout ça en compte. Et d'autre part, encore une fois, je suis assez vieux pour l'avoir vécu, la mise en place des 35 heures, moi, je n'étais pas du tout favorable à la mesure a priori. Ah oui. Je pensais que c'était une mesure beaucoup trop rigide, très technocratique, avec Martine Aubry, qui est quand même quelqu'un qui aime bien dire à tout le monde ce qu'il doit faire, etc. Donc, c'était pas du tout flexible, c'était pas justement social-démocrate au vrai sens du terme, justement des pays nordiques, dont je suis assez fan, qui eux sont beaucoup plus capables de faire des choses négociées au plus près des entreprises. Bref, donc moi j'ai observé ça et j'ai vécu les 35 heures. Et ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une très forte baisse du chômage. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette très forte baisse du chômage? C'est qu'il y a eu un optimisme très fort qui est revenu dans la société française. Nous, on l'a vécu à cette époque-là, qui a fait, sur le strict plan économique, que les gens ont plus consommé, que les entreprises étaient plus optimistes, elles ont plus investi. Donc il y a eu un effet qu'on appelle macroéconomique des 35 heures qui est indéniable. Il y a même des études qui montrent qu'il y a eu un regain de la natalité à ce moment-là, parce que, bon, et en plus, il y a eu la Coupe du Monde 98 avec Zidane et tout ça. Donc c'était la belle période, mais très clairement, les 35 heures ont été une politique efficace, sachant qu'en économie, comme dans la vie d'ailleurs, il n'y a jamais rien d'absolu. Toute politique a ses inconvénients. Mais quand on compare cette politique des 35 heures à n'importe quelle autre politique de l'emploi menée ces dernières décennies, c'est de très loin la meilleure. Et ce que je trouve intéressant d'un point de vue intellectuel et désolant d'un point de vue psychologique, c'est qu'il y a encore il y a plus qu'un débat, c'est-à-dire qu'il y a un consensus qui s'est établi, y compris chez des gens de gauche, pour dire que les 35 heures ont été un échec. Alors que la réalité, c'est l'inverse. Et donc ça, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, c'est-à-dire comment, dans un pays qui prétend être rationnel sur des trucs où il y a des chiffres, où il y a des études, comment est-ce qu'on fait pour croire quelque chose qui est faux? Alors, on a votre point de vue d'économiste, mais aussi votre point de vue de citoyen. Comment la réduction du temps de travail permet aussi le mieux vivre, de vivre mieux pour les travailleurs? C'est là que je suis tout à fait convaincu par l'idée de la semaine de 4 jours. Donc il y a un livre de Dominique Méda et Pierre Laroutourou qui s'appelle « Einstein avait raison », parce que Einstein, entre autres phrases géniales, avait prévu effectivement la nécessité de réduire le temps de travail, c'est-à-dire qu'il avait justement, c'est un homme de science, donc il comprenait ce que c'était que les machines, il comprenait ce que c'était que les gains de productivité, il y a déjà de ça, il y a un siècle maintenant, quasiment, et il voyait bien qu'en fait, je pense que sa terreur, c'était de se dire on n'aura jamais assez de travail pour tout le monde, et qu'est-ce que vont devenir nos pays, qu'est-ce que vont devenir les êtres humains, qu'est-ce que vont devenir nos sociétés s'il y a des millions et des millions de gens qui sont inoccupés, comme c'est le cas aujourd'hui en France. On voit bien que ça a des effets terribles sur le bien-être des gens. On sait que le chômage tue, on sait que le chômage entraîne des problèmes, des échecs éducatifs des enfants, des problèmes de santé, tout le monde le sait ça, mais en fait on n'en tire pas les conséquences. Bref. Et ce qu'il faut bien comprendre sur la semaine de 4 jours, et je trouve que Laroutourou et Méda le montrent très très bien dans leur livre, je donne le chapitre à lire tous les ans à mes étudiants, c'est que lorsque vous passez à 4 jours, ce n'est pas l'entreprise qui passe à 4 jours, c'est les salariés. Et donc, en fait, ce qui montre, c'est qu'évidemment, il faut une aide fiscale en termes de réduction du coût du travail, c'est tout à fait vrai, mais des aides, il y en a déjà plein. Et lorsque vous passez à 4 jours, l'entreprise, elle va embaucher. Donc, en fait, elle a plus de salariés. Et ce qui montre, sous tout un tas de cas d'entreprise, c'est pas des idéologues, c'est pas vrai. Alors notamment, il y a Mamie Nova qui est cité comme exemple. Ils sont passés à la semaine de 4 jours il y a longtemps déjà. Quand vous passez à la semaine de 4 jours, il y a plus de salariés. Donc en fait, l'entreprise, elle gagne en flexibilité parce que dans les périodes de pointe, elle peut mobiliser plus de gens. Donc l'idée, c'est pas non plus forcément 4 jours toutes les semaines, toute l'année. Il y a des activités saisonnières, enfin les gens sont pas débiles non plus. Et c'est ça qui me fatigue, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire confiance un minimum aux entreprises, aux chefs d'entreprise qui n'ont pas tous envie de martyriser leurs salariés, et faire confiance aux salariés qui ne sont pas tous débiles à vouloir être absents. Et ce qu'on constate dans les études, là aussi, dans les entreprises où c'est fait, c'est qu'il y a moins d'absentéisme, les gens sont plus contents, ils vont mieux. Et moi j'aime beaucoup notamment ce témoignage d'un cadre. Aussi les cadres se rendent compte qu'ils ne sont pas indispensables, ça leur fait du bien à leur ego, ça fait du bien à tout le monde. Et j'aime beaucoup cette phrase d'un cadre qui dit je travaille 4 jours et sur les 3 jours, en gros, j'ai 1 jour pour la maison, les courses, les lessives, le ménage, 1 jour pour les gosses, les devoirs, l'éducation et regarder des dessins animés, et j'ai 1 jour pour moi.
j'ai un jour pour moi. Et on revient à cette idée de liberté qu'on a un jour, on voit ses amis, on va faire du vélo, on glande devant la télé, on fait ce qu'on veut, mais on a un jour pour soi. Et ça, je pense que c'est une conquête sociale fondamentale. Alors justement, sur la semaine de 4 jours, on va revenir sur le cas islandais qui a testé pendant 4 ans, entre 2015 et 2019, la semaine de 4 jours, une idée qui a été lancée par la mairie de Reykjavik et qui a été testée dans l'administration publique, les écoles, les hôpitaux. Et les enseignements ont porté donc sur les points qu'on vient de voir. La productivité a augmenté, parce que ça aussi, finalement, les entreprises pensent que si on y a une semaine de 4 jours, les gens vont être moins productifs. C'est faux. Non, c'est faux, c'est faux. Mais en fait, voilà, il faut toujours revenir aux anciens et malheureusement, enfin, c'est pas un vrai ancien, mais disons que Bernard Maris a tout expliqué de ce point de vue-là. Il faut vraiment continuer à le lire. Et un des grands pièges que nous tend la science économique et qu'on voit même plus, c'est que c'est une discipline qui est toute baignée dans la religion. Hein. C'est-à-dire qui est baignée en fait dans le protestantisme, dans le catholicisme. La religion catholique, la logique protestante ont en commun cette idée que la souffrance c'est quand même super chouette, qu'on est quand même vraiment sur terre pour en chier un maximum, qu'il faut pas se faire plaisir, etc. Et c'est quand même extrêmement curieux, et c'est même une incohérence intellectuelle majeure pour les économistes de souhaiter, comme le dit Elisabeth Borne, comme on l'entend tout le temps au MEDEF, de souhaiter qu'on travaille plus. Alors que la définition de l'économie, la définition la plus partagée, c'est justement d'économiser la ressource rare. Qu'est-ce qu'il y a de plus rare que votre vie? On sait qu'on va mourir. Enfin, on le sait sans le savoir, parce que si on y pense tous les jours, c'est compliqué. Mais enfin, on va mourir quand même, ou même déjà juste, on va vieillir, on va perdre ses capacités. Et les années où on est le plus capable de faire des choses dans notre vie, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on devrait se crever la paillasse au travail. Enfin, cette idée, quand même, on voit bien complètement folle. Et on nous impose, en fait, un ordre moral qui est d'autant plus insidieux, qui se voit plus. Moi, la génération de mes parents, justement, ils ont gueulé contre le patriarcat, contre le patronat, contre l'Église. Ils voyaient bien que tout ça, ça allait ensemble dans les années 60, parce qu'ils allaient encore à l'Église tous les dimanches, donc on leur redisait qu'il fallait souffrir, et que, surtout, enfin, les femmes en particulier, parce que les hommes, c'est toujours un peu plus fastoche pour les hommes, mais donc c'était net, c'était dit. Donc ils ont lutté contre ces idées-là, et la 68 est absolument fondamentale de ce point de vue-là, de dire mais moi en fait je fais ce que je veux, mon ami, quoi. Donc en fait si j'ai pas envie de travailler et que j'en assume les conséquences, et ben pourquoi pas. Mais nous on le voit plus, hein, et on pense être libre, et justement c'est une des plus grandes phrases de Keynes à la fin de la théorie générale, où il dit on pense être libre, on pense être moderne. Il écrit ça en 1936, hein, c'est il y a longtemps, mais en fait on est toujours les esclaves des penseurs du passé, et c'est pour ça qu'il faut revenir à ces pensées libératrices. Je pense que le meilleur livre de Bernard Maris, le plus court, c'est des chroniques radio qu'il a faites pour France Inter, qui s'appelle « Souriez, vous êtes français », où il dit « Bah ouais, on a la sécurité sociale, et bah ouais, en fait, on vit beaucoup mieux en France qu'ailleurs, et c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de vivre mieux en France qu'ailleurs ?» Et encore une fois, il y a aujourd'hui, contrairement à ce que à peu près tout le monde croit en France, encore une fois à droite comme à gauche, il y a beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire que même si malheureusement ils ont connu aussi des reculs très importants, des pays comme la Suède et le Danemark sont très en avance sur nous. Le temps de travail y est plus faible, l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin surtout entre les femmes et les hommes, y est beaucoup mieux assurée. C'est des pays qui sont très en avance sur nous, sur la qualité des services publics, notamment, je le vis, l'université, la recherche. C'est des pays qui sont très en avance sur nous, sur l'écologie. C'est des pays qui sont beaucoup plus solidaires, qui ont accueilli en proportion de leur population beaucoup plus de réfugiés que nous. Et encore une fois, voilà, ces pays-là, et tout ça c'est très cohérent, je ne prends pas juste une caractéristique de ces pays-là, il y a une cohérence dans le fonctionnement de ces pays-là, même si encore une fois, ils ont connu des reculs sociaux très importants ces dernières années. Et dans les enquêtes internationales, quand on demande aux gens où est-ce qu'ils vivent le mieux, ben c'est toujours le Danemark qui est en premier. Et pourquoi? Donc ça c'est quand même, et ça je pense que vraiment c'est l'esprit catholique de ce pays, dont je pense même beaucoup de gens de gauche ne sont pas sortis. Pourquoi on ne s'intéresse pas aux pays où les gens sont les plus heureux? Pourquoi on n'en parle pas tous les jours? C'est ça la question. Alors pour revenir justement en Islande cette fois avec la semaine de 4 jours, donc on a vu que les salariés qui ont testé cette semaine n'ont pas perdu en productivité, au contraire. Il y a aussi le bien-être au travail qui a augmenté, notamment avec la fin des réunions à rallonge, des tâches inutiles, la suppression des tâches inutiles. Donc les travailleurs ne sont pas des machines et il y a un respect individuel et entre tous qui s'est instauré. On a aussi donc la semaine de 4 jours qui a permis un meilleur équilibre entre vie privée
privée et vie professionnelle, ce que vous avez dit. Et alors, l'autre argument massu qui profite à la réduction du temps de travail et auquel les commentateurs ne s'attendaient pas et ne voient toujours pas, en tout cas en France, c'est l'écologie. Donc, on a une étude anglaise qui a montré que la semaine de 4 jours réduirait les émissions de carbone du Royaume-Uni de 127 millions de tonnes par an, soit pas moins de 20% des émissions totales du pays, ou l'équivalent de 27 millions de voitures. Alors bon, il faut croire que toutes les mesures sociales de bon sens sont vertueusement liées à l'écologie. Alors je ne connais pas bien le Royaume-Uni, donc revenons en France. Gilles Raveau, en tant qu'économiste et citoyen, comment expliqueriez-vous le scepticisme justement des patrons français quant à la réduction du temps de travail? Est-ce que c'est parce qu'ils sont persuadés que les Français ne veulent fondamentalement pas travailler? Alors, je vais vous répondre, mais juste deux petites choses très courtes avant. Effectivement, quelque chose de majeur qui est mis en avant dans les études de cas qui sont citées par Médaille Laroutourou, c'est l'augmentation de la polyvalence des gens, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont absents de temps en temps, chacun doit apprendre un peu ce que fait les autres. Et en fait, il montre que ça fait du bien à tout le monde d'apprendre des choses, que les gens se connaissent mieux, qu'ils montent en qualification et qu'il y a des gens comme ça aussi qui peuvent progresser dans la hiérarchie, donc avoir un meilleur salaire, être plus reconnus dans leur travail. Donc ça, c'est un aspect fondamental, effectivement, de la semaine de 4 jours. La deuxième chose, il y a plein d'études qui le montrent, c'est qu'effectivement, plus vous travaillez comme un bourrin, plus vous consommez comme un bourrin. Et on voit très bien, par exemple, au niveau de l'alimentation, vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, vous achetez des trucs jetables, des trucs qui vous font livrer, qui polluent énormément, et ça marche pour tout. Vous avez des comportements compulsifs dans la consommation, vous cliquez, vous achetez n'importe quoi, parce que vous êtes tout le temps stressé, fatigué, vous ne prenez pas les bonnes décisions. Par exemple, ça concerne aussi par exemple, les bas salaires. On montre, lorsque on augmente un tout petit peu le salaire minimum, les gens vont mieux, ils travaillent moins en fait, puisque le salaire horaire augmente, ils travaillent moins, ils sont plus reposés, ils prennent des meilleures décisions, notamment pour leur santé. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, mais qu'on n'arrive pas à faire émerger dans le débat public, c'est que ces questions d'écologie, ces questions de santé, qui sont évidemment majeures aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se voient pas, qui sont qualitatives. Et donc, on voit bien, dans les gens du MEDEF par exemple, il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout du MEDEF, c'est qu'ils nous parlent tout le temps de la protection sociale. Et qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la protection sociale? Ça, je ne comprends pas quand il dit... Je vois le MEDEF, par exemple, qui s'inquiète du déficit des retraites. Mais mon ami, fais ton travail. Enfin, je veux dire, en quoi ça te concerne? Par contre, j'aimerais bien entendre le MEDEF sur la formation des salariés, sur qu'est-ce qu'on va produire en France demain, comment, sur l'articulation entre notre système éducatif et les entreprises, mais de façon sérieuse, pas de façon idéologique en disant, l'université ou l'école doivent être au service des entreprises. Ils ne parlent jamais de l'économie. Et tout le monde trouve ça normal dans le débat français. Ça, c'est absolument magique. Mais ce qu'il faut que nous arrivions à faire, c'est que, par exemple, sur la santé, en France, on a une logique curative. C'est-à-dire que ça renvoie à la logique technicienne dont je parlais tout à l'heure. On est un des pays qui a été les premiers sur les questions, par exemple, de chirurgie, avec des pionniers au niveau mondial. On répare en France. Et dans le système social, une très grande étude de France Stratégie et une très grande réflexion sur la protection sociale qui a été produite par France Stratégie il y a quelques mois, et qui montre qu'on est tout le temps à réparer. C'est-à-dire qu'on attend que les gens soient au chômage pour leur donner de l'argent. On attend que vous soyez malade pour, effectivement, vous soigner à l'hôpital. Mais on voit bien, et c'est marrant parce que là aussi au quotidien, les gens le savent très bien. Et là, encore une fois, c'est ce dont bénéficient les personnes aisées. C'est qu'à la fois pour protéger les gens, pour rendre l'économie compétitive, comme dirait Elisabeth Borne, pour protéger la planète, il faut agir en amont. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient en bonne santé, il faut qu'on arrête de produire n'importe quoi. Et effectivement, et aussi qu'on essaie de revitaliser le débat démocratique. Et là aussi, on le voit dans toutes les études, les gens qui travaillent moins sont plus engagés dans des associations, plus dans les débats civiques. Ils vont mieux, en fait. Ils vont mieux, ces gens-là. Et donc, ils nous coûtent aussi beaucoup moins cher en système de santé. Ils prennent des meilleures décisions pour eux-mêmes, pour leurs enfants, et aussi sur le plan écologique. En fait, vraiment, il y a quand même des gains énormes. Alors, encore une fois, il n'y a aucune politique parfaite. Il y aura aussi des coûts. Mais les faits sont massifs. Et donc, encore une fois, il y a une résistance idéologique, mais qui n'est pas que du côté du MEDEF, qui est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire, et là aussi, Bernard Maris, il s'est battu toute sa vie contre cette idée qu'il fallait en chier, qu'il fallait souffrir. C'était déjà le débat de Keynes, le combat de Keynes, pardon. Et en fait, j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre que oui, on peut travailler moins, on peut vivre mieux que la plaine. Enfin, on peut gagner sur tous les tableaux. Mais la première conquête, elle est mentale, elle est psychologique. C'est de se dire que c'est possible, de regarder dans l'histoire qu'on l'a fait et de se dire qu'on peut toujours le faire. Donc vous avez prononcé une phrase, et ce sera pour finir là-dessus, avant qu'on commence l'entretien, donc en discutant un peu, vous avez dit l'économie qui a raison est de gauche. Oui, c'est-à-dire que ce que j'ai découvert moi-même, ce qui est drôle quand on... en fait, je conseille aussi aux gens d'écrire des livres. Voilà. Même si personne ne les lit, même si ça reste dans le tiroir, il faut écrire des livres. Parce que d'abord, quand vous écrivez des livres, vous êtes obligé de lire d'autres livres, il ne faut pas dire trop de bêtises. Et donc là, c'est génial, vous rencontrez des auteurs, vous discutez avec eux. Vous êtes dans votre salon et vous discutez avec Ricardo, avec Keynes, avec Stiglitz, avec Piketty. C'est génial, c'est extraordinaire, les livres. Et en plus, vous apprenez des choses
à partir de ce que vous avez écrit vous-même. Et quand j'ai relu au moment, après sa parution, mon dernier livre, j'ai fait cette découverte qui est toute bête en fait, mais qui pour moi est une découverte, c'est que effectivement l'économie est de gauche. C'est-à-dire qu'une bonne économie, c'est une économie déjà qui repose sur les services publics puissants, qui sont en train de s'effondrer dans tous les domaines, on le voit bien en France aujourd'hui. C'est lorsque les gens sont bien traités. Et en fait, les gens, ils aiment travailler, ils aiment même trop travailler. Ils aiment, il y a plein d'exemples de gens qui font des heures, pas payées, etc. On en a tous autour de nous. Donc en fait, la bonne économie, c'est une économie où les gens sont bien traités, où il y a de la justice sociale, où il y a de la redistribution. Et encore une fois, si je saoule tout le monde avec les pays scandinaves, c'est bien parce que c'est des pays qui ont eu effectivement historiquement les taux d'imposition les plus élevés, alors qu'ils n'ont aucun avantage en termes de ressources naturelles, contrairement à la France par exemple. Il n'y a rien, quand vous êtes en Suède, il y a un peu de minerais, de fer, etc. Mais oui, voilà, bon, ils ont quelques trucs, mais par rapport à un pays comme la France où il y a de l'agriculture, ça pousse facilement, bref. Donc, la leçon, c'est vrai que mon petit combat dans ma vie, ce serait de dire aux gens, oui, la bonne économie, elle est de gauche. Et donc, il n'y a pas à choisir entre l'écologie et l'économie, il n'y a pas à choisir entre la justice sociale et l'efficacité économique. Tout ça, si on réfléchit bien, et si on observe à notre quotidien, on le voit bien, les bonnes boîtes qui dégagent du profit, c'est la plupart, c'est, en tout cas dans notre pays, là où les gens sont bien traités. Donc de toute façon, il n'y a pas à choisir. On peut tout faire, mais il faut d'abord se convaincre que c'est possible dans les têtes. Bien, merci beaucoup, Gilles Ravot, d'être venu discuter avec nous. Je rappelle votre livre « Économie, on n'a pas tout essayé » pour vous mettre dans la tête. Et puis évidemment, le programme « L'avenir en commun » aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup à vous.